Dès le début de l'an 435, Attila adopte officiellement le titre d'empereur et se dit le « roi-empereur » ou « empereur du Nord », roi des Huns. Ces titres montrent qu'il se considère comme le fondateur et le chef souverain d'une grande fédération des pays et des peuples autonomes créés sous l'égide des Huns. Tous les camps et princes vassaux, les rois des peuples germaniques et scythes, les chefs des autres peuples soumis lui portent un serment solennel de fidélité. Oreste et Onégèse, qui assurent les relations avec les Romains, peuvent maintenant se nommer ministres. Ils sont aussi chargés de commander les troupes de plus en plus nombreuses et apprendre aux guerriers huns et germaniques l'art des sièges des forteresses. Pendant un des séjours d'Oreste à Petavium, son père lui dit « Je me souviens qu'à 10 ans tu as déclaré à Gennride vouloir devenir général comme lui. Maintenant ton rêve est réalisé, mais j'ai peur que tu ne sois un jour obligé de lutter contre les Romains à la tête de tes soldats huns. » Cette éventualité trouble parfois l'esprit d'Oreste. Mais il veut être rassurant car il a des arguments convaincants, « Mon père. Tu sais bien que les relations entre les Huns et Ravenne sont excellentes et qu'il existe un traité de paix avec Constantinople. Oui, je sais que l'Empire d'Orient a évité la guerre grâce à toi. Plus tu es dans un grade élevé, plus tu travailles, plus tu peux faire davantage. Mais que feras-tu si un jour Attila déclare la guerre aux Romains? Sans raison vraiment grave, il ne déclarera jamais la guerre aux Romains. J'exclus une attaque contre l'Empire d'Occident, mais la perfidie de Théodose et de ses conseillers peut être fatale pour l'Empire d'Orient. Visiblement soulagé, Tatule soupire. C'est vrai que les Grecs de Constantinople sont souvent perfides, en majorité, ce sont des hypocrites, ils sont légers et leur longue servitude a fait d'eux des experts en flatterie. Pour moi l'Empire d'Orient est vraiment un pays étranger et je ne me soucie pas beaucoup des affaires de Théodose et de ses sœurs. Oreste sourit. J'espère que la paix entre les Huns et les Romains durera toute ma vie. Je rêve, après avoir mené une vie laborieuse, avoir une fin joyeuse et tranquille. Julia s'exclame, comme Lucullus. Il a fait construire une villa superbe, Neapolitanum, sur le golfe de Baïs. On a réalisé sur son ordre de superbes ouvrages, des montagnes percées à jour, suspendues et voûtées. Et de grands fossés cavés à force, pour introduire et faire courir la mer alentour de ces maisons. Oreste s'étonne, pourquoi? Pour y nourrir du poisson. Tatule précise. Cette villa existe toujours et est devenue maintenant une villa impériale. Elle a une façade maritime et un côté jardin. Cette propriété englobe l'îlot de Mégaris. C'est superbe. Julia embrasse Oreste et rit. J'espère que ton rêve, après avoir mené une vie laborieuse, de nous faire vivre dans une superbe villa qui ressemblera à celle de Lucullus, se réalisera un jour. En 437, les émissaires de Constantinople violent l'accord de Margome et entreprennent une tentative de corruption des princes du peuple hunnique à Kaatseri, en distribuant de l'or et des cadeaux précieux. Aux yeux d'Attila, les princes, qui violent les conditions de cet accord et les lois de Modun Khan, sont 2 fois coupables. Sachant que, pendant ce temps, des troubles ont commencé parmi les Alains caucasiens, qui étaient les vassaux des Huns depuis déjà 60 ans. Tous les princes huns, impliqués dans des négociations séparées avec les messagers du gouvernement de Constantinople, sont supprimés selon les lois sévères de Modun Khan. On évite par respect de faire couler du sang pour les princes les plus influents, on leur casse les vertèbres, on les étouffe en remplissant leur gorge avec de petits cailloux. On les place dans des sacs cousus puis jetés sous les sabots de la cavalerie. Les moins puissants sont décapités. On utilise même des supplices spectaculaires comme la crucifixion empruntée aux Romains. Le prince principal Courdac reste vivant puisque c'était lui qui avait prévenu Attila de l'arrivée des émissaires romains.
Pourtant il est clair pour Attila que le vieux prince n'accomplissait pas bien ses devoirs. Conscient du danger le menaçant, Courdac se réfugie avec ses plus fidèles dans les montagnes et répond à l'invitation d'Attila de venir le voir de façon éloquente. Je suis une personne ordinaire qui peut devenir aveugle. S'il ose regarder fixement le soleil, comment puis-je alors regarder le visage du grand Khan semblable au soleil et placé sur le trône par la volonté de Tangra? Attila décide de cesser la poursuite du vieux prince, mais de le priver du pouvoir. Il proclame son fils aîné Elak Khan de la Hunie orientale, le peuple à Karatseri, qui pouvait être sévèrement puni par suite de l'avidité de ses chefs, était content d'une telle issue à une situation aussi délicate. L'année suivante, Attila perd son frère Bleda, le deuxième chef de l'Empire Hun. Personne ne le remplace. Ainsi l'empereur Attila, roi des Huns, renforce davantage son pouvoir afin de consolider le jeune empire Hun qui était en fait une grande fédération de peuples autonomes. C'est pourquoi il est particulièrement bienveillant pour Ardaric, le roi des Gépides et Valamir, le roi des Ostrogoths, qui accomplissent soigneusement leurs devoirs de vassaux. Progressivement le pouvoir de l'empereur Attila se renforce tellement qu'Oreste voit souvent, satisfait et admiratif, la foule des autres rois et les chefs des divers peuples, l'accompagnant, épiant ses moindres mouvements et dès qu'il leur faisait un signe du regard, chacun d'eux, en silence et en tremblant, venait se placer près de lui ou exécutait les ordres qu'il avait reçus. Attila, roi des rois, seul, veillant sur tous et pour tous. En 439, un miracle confirme l'origine divine du pouvoir d'Attila. Un berger Hun de la steppe, à l'est du Don, voit boiter une de ses génisses. Il examine les pieds de l'animal et voit une blessure. Suivant avec attention la trace sanglante, il découvre avec une immense surprise la pointe d'un glaive d'or, qui sort perpendiculairement de la terre. Les anciennes tribus scythes avaient un dieu de la guerre et de la victoire, Arès, qu'ils représentaient par une épée. C'est pourquoi, tout de suite, la trouvaille de cette épée s'interprète dans les steppes de la mer Noire comme un message divin. La rumeur de cette découverte se répand rapidement du Danube jusqu'à la frontière chinoise, de la mer Baltique jusqu'à la mer Caspienne. Des feux de joie s'allument chez toutes les tribus hunniques, qui considèrent, elles aussi, la trouvaille de l'épée d'or comme un message de Tangra. Dieu donnait à l'empereur Hun la victoire, il l'informait qu'il était de son côté pour toutes ses affaires et l'engageait à aller de l'avant dans la réalisation de ses projets. Les États voisins et les empires éloignés sont informés par les ambassadeurs. Ainsi Édécone visite de nouveau la Chine. Les empereurs romains félicitent Attila de cette trouvaille extraordinaire. Les chefs et les représentants des peuples de l'Empire Hun et des régions voisines viennent à la capitale admirer l'épée divine. Attila expose cette épée dans une salle de son palais en mettant à côté d'elle un superbe fourreau scythe en or. On admire deux têtes opposées de bovidés et la double frise de cavaliers chassant des gazelles sur la poignée, le décor ciselé de la lame de part et d'autres de son arrêt central. Le fourreau est orné de magnifiques bas-reliefs d'animaux en lutte, griffon, lion, cerf et cheval, un lion griffon, cornu et ailé, prêt à bondir, sur la tâche. Plusieurs chefs alliés prêtent serment de fidélité à Attila et deviennent ses vassaux, de nombreuses tribus neutres deviennent des alliés.